Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, vous me faites signe que oui, c'est bon. Il a fallu que je change d'ordi. J'utilise celui du cégep maintenant. Oui, je suis dans mon bureau. C'est wow. Je ne vois pas Patrice par contre. On n'a pas d'image par contre. Ouais. Ah, pourtant. Ah, si je. Là, ça va. Ah! De toute façon, c'est pas grave. Pour voir ma face, c'est pas tant un problème. Donc, bonne année 2021 à tout le monde. C'est les bugs du système qui font que ça devrait être plus stable. Je suis au cégep, c'est pas pire. Je donne mon cours de mon bureau du cégep. Donc, puis j'ai hâte de vous voir. On va se voir tantôt, toute la gang. Re-bienvenue, Roxane, du B. Parce que là, j'ai deux Roxane B, évidemment, dans le groupe. Donc, je vous ai envoyé depuis hier toutes les... j'ai mis les ressources, j'ai mis les différents cours. On va regarder ça aujourd'hui ensemble. Une petite question. Non, je n'ai pas de question. Non, c'est pas... Je vais juste... on va débuter. Oui, Myriam? Dans le fond, à cause de la température, hier, je n'ai pas pu aller à la pocatière. Puis à Rimouski, il ne fait pas encore très beau. Et je ne sais pas si je vais pouvoir arriver à temps ou si je vais pouvoir monter à la POC aujourd'hui. OK. C'est pas toi, tu devais. Je sais que ça ne me regarde pas, là. Je sais personne où demeure, mais toi, tu demeures plus dans l'Est, j'imagine. Tu dois être à Rimouski, oui. À Rimouski, OK. OK. Nous autres, on a eu de la mauvaise température il y a une journée ou deux. Fait que c'est sûr que. En tout cas, on va le prendre au fur et à mesure, Myriam. On n'a pas le choix. Donc, on va faire le plan. Je vous ai envoyé, parce que je vais quand même souligner différentes choses avec vous. Donc, je vais partager mon écran. Celui-là. Donc, vous avez probablement déjà pris connaissance de plusieurs choses dans le plan d'études. Première chose, le plan d'études est divisé, le cours va être divisé en deux parties, mais il n'est pas vraiment divisé en deux parties. C'est deux parties qui sont imbriquées une dans l'autre. Étape préliminaire à l'appareillage, pré-réglage d'aide auditive, logiciel NOAA, étude des logiciels de programmation disponibles. Donc, on va voir les 8 manufacturiers en détail. Bon, je sais que certaines d'entre vous travaillent déjà dans des cliniques, mais vous n'avez peut-être pas la chance de voir tous les logiciels, on va le faire. Accessoires et connectivité, normes NC, calibration appareil de mesure, in situ. Donc, évidemment, pensez que, puis vous l'avez probablement vu dans le plan de déroulement, toutes les semaines, on va travailler sur les prothèses. Toutes les semaines, on va faire du pré-appareillage. Toutes les semaines, vous allez faire du RECD. Toutes les semaines, vous allez travailler sur les mannequins Carl. Toutes les semaines, vous allez faire des mesures in vivo. Toutes les semaines, et on va agrémenter au fur et à mesure de l'acquisition des connaissances, on va agrémenter le tout. Donc, appareillage est suivi, ajustement physique de l'appareillage, ajustement in situ au tympan. Donc, on va utiliser beaucoup Carl, parce qu'étant donné qu'on a les mannequins. Suivi post-prothétique, et on va voir par la suite les cas particuliers. Ah, il n'a pas été corrigé. Mais il l'est dans le cahier de notes. L'examen 1, 24 février, est de 15 %. L'examen 2, 17 février, de 15 %. L'examen 2, théorique, 6 avril, 15 %. Les deux rapports d'appareillage, on va y revenir dans quelques minutes, 15 %. Les prises d'impression durant la session, vous en avez 5 à faire selon l'horaire, 10 %. Et les deux examens finaux valent 15 %. Pourtant, je l'ai corrigé, mais il doit être enregistré sur mon ordi et non sur ma clé USB. Je suis désolé, mais c'est 15, 15, 15. Tous les examens valent 15. Les rapports d'appareillage valent 15, il y en a 2. Puis les prises d'empreinte valent 10. Il y en a 5, donc 2 % chacune. Oui, Jessie? Les dates, c'est-tu les bonnes? Parce que je pense que le 24, c'est un mercredi. Le 24 février. Une seconde. Mais nous, sur notre copie, on a le 22 février. Oui, c'est 22, tu as raison, Patrice. Donc, 24, c'est 22. C'est parce que cette diapo-là est enregistrée sur mon ordi et non sur ma clé USB. Je suis désolé. 6 avril. 6 avril, ça ne fit pas non plus. Mais sur le cahier de notes, je l'ai fait hier soir. Le cahier de notes est bon. Puis voyez-vous, 18 mai, 11 mai. Attendez un peu, je suis tout dans la bonne. Donnez-moi une seconde. Ouais, hiver 20, je vais aller chercher hiver 21. Hein? Ça va peut-être être une meilleure option. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ça, c'est pas bon. Bon, on va aller dans la bonne. Voilà. Bon, 21. On va tomber en bonne année. Désolé. Voilà. Donc, la partie 1, partie 2, elle ne change pas. Mais là, on a les bonnes. 22 février qui est un lundi, 15 février qui est un lundi, 12 avril qui est un lundi. Et c'est la bonne 15-15-15, donc ce que je vous disais. Examen final théorique, 17 mai. Il ne sera probablement pas à 8 heures parce qu'on est dans la semaine d'évaluation finale. Donc, quand je vais faire la demande, on va être dans la dernière semaine. Ça va être un lundi, mais je ne le sais pas l'heure. Donc, ne vous fiez pas que ce soit à 8 heures le matin. Ça risque d'être une autre heure. L'examen final pratique, lui, c'est les heures de laboratoire qui sont le lundi, qui sont la 15e semaine. Donc, c'est les bonnes dates. Travaux et devoirs, évidemment, les consignes et les critères vont être remis lors de l'attribution des travaux. 2 rapports d'appareillage à remettre le 22 avril et le 26 avril. Bon, j'ai laissé, vous utiliserez les patients vus en audiométrie ou en atelier pour réaliser les appareillages. Je ne pense pas que vous voyez des patients, tout dépendant comment ça va se passer. Sinon, vous avez les cas appareillables. Vous avez 13 cas dans les ressources que j'ai déposées hier. Donc, utilisez celle-là. Ce n'est pas un problème. Le gabarit, il est disponible dans les ressources, c'est-à-dire que vous avez un exemple de rapport. Il faut le faire selon cet exemple-là. Vous avez également les consignes spécifiques pour ce travail-là. C'est important de suivre le gabarit que je vous ai donné. Donc, exemple de rapport, il est en Word, parce que cet exemple-là va vous servir également en pré-stage et il va vous servir en stage. Donc, c'est la façon dont on veut que soient bâtis les rapports. Et tant qu'à faire, pourquoi pas se pratiquer déjà en aide auditive 4. Donc, ces 2 rapports-là. Donc, dans le rapport d'appareillage, évidemment, si vous ne faites pas l'audiogramme tonal et vocal complet, donc vous utilisez les exemples qui sont, que je vous ai donnés. Le RECD, vous prenez le RECD de quelqu'un dans la classe. Évidemment, il faut que les résultats de NOAA et les résultats Verifit soient imprimés et ajoutés au rapport. S'il y a de la connectivité, des accessoires ou des aides de suppléance à l'audition, c'est important de les ajouter selon les demandes du patient. Si cela, vous devez avoir 2 fabricants différents, donc pour le rapport 1 et le rapport 2, 2 fabricants différents. Si vous le faites avec le même fabricant, si vous faites 2 fois Signa, par exemple, le deuxième rapport, je ne le corrige même pas, c'est 0. Donc, c'est 2 rapports, vous devez travailler avec 2 fabricants différents. Dans les prises d'impression, impression de l'oreille gauche, l'oreille droite devront être remises à peu près aux 2-3 semaines. Ça peut être 3-4 semaines. C'est selon le plan de déroulement. Donc, vous voyez, vous verrez, mais je vais vous le rappeler à chaque semaine. Comme là, cette semaine, vous avez en devoir une prise d'impression à me remettre la semaine prochaine. Donc, ça, je vais vous le spécifier. Mais le plan de déroulement est assez clair là-dessus. Pondération, 1% pour l'impression conforme, donc 2% par devoir, total 10%. L'impression conforme, patient différent chaque fois. Deuxième coude, 2 à 4 mm après le deuxième coude. Aucun manque dans l'impression, dans l'hélix et dans la conque, super important. Si le matériel déborde de l'obturateur, évidemment, c'est mal, c'est 0. Si l'obturateur est tourné, aussi, mais ça, je suis plus lousse là-dessus. Des fois, je sais que ce n'est pas évident, puis même moi, ça m'arrive que l'obturateur tourne, mais évidemment, on s'organise pour que ça soit le plus droit possible. Si c'est non conforme, évidemment, ça ne fonctionne pas. Et si c'est remis hors délai, écoutez, le délai, vous allez me le remettre dans le laboratoire. Vous ne pouvez pas me le remettre dans le cours théorique parce que vous n'êtes pas là. Donc, ça va être soit de midi à 3 heures pour le premier groupe ou de 3 à 6 pour le deuxième groupe. Donc, vous avez jusqu'à 18 heures pour me remettre le devoir. Théoriquement, vous ne serez pas hors délai. On va tout se voir. Donc, ça, c'est magnifique comme impression. Là, quand je vous parle dans l'hélix, c'est vraiment cette partie-ci qui manque là, juste dans le bar ici. Faites attention à ça, d'aller vraiment porter dans l'hélix la pente. C'est super important. C'est souvent les erreurs qu'on fait au début. Donc, c'est important de y aller. Ça, c'est magnifique. Évidemment, vous voyez dans la conque, il y a un grand manque. C'est mal. Évidemment, une impression, on en voit aussi qui est trop courte et il y a encore un manque et l'hélix est très, très petit.
sur la bleue qui est là. Donc, ça aussi, ce n'est pas très bon. Donc, les normes de présentation, comme je vous ai dit, utilisez le gabarit disponible dans les ressources. Et vraiment, ce n'est pas le gabarit standard qu'on vous transmet depuis plusieurs années. C'est vraiment le gabarit spécifique pour le rapport. Imprimé, j'en veux une copie papier que vous allez me remettre et vous devez me remettre aussi une copie dans la boîte. Ce n'est pas très écolo, je le sais, là, pour les plus verts d'entre vous, là, ça va peut-être heurter votre sensibilité, mais là, puisque je peux avoir une copie papier, je vais être heureux de corriger sur la copie papier. Mais, j'ai eu ça corrigé à l'ordi, mais j'en veux quand même une copie à l'informatique, donc vous avez une boîte de réception. Recto seulement, je ne veux pas de recto-verso. Je sais que ça va heurter certaines sensibilités, mais je veux du recto seulement. Sur du papier blanc 8,5-11, à l'aide d'un logiciel de traitement de texte à un interligne et demi, police Arial 12 points. Je suis vieux, donc mettez-moi pas ça en calibre 8, je verrai rien. Puis évidemment, pour plusieurs, vous le savez tous, je suis daltonien, donc quand vous allez faire des tableaux, arrangez-vous que ça soit très distinctif. Mettez-moi pas magenta foncé et violet pâle, je risque de rien voir. Donc, dans les consignes, le gabarit est quand même bon au niveau de l'alinéa, le texte justifié, titre de section en gras, majuscule, centré, section obligatoire. Bon, il y a la page titre, la table des matières. Dans ce cas-là, introduction, chapitre, conclusion, annexe, on a une grille de correction spécifique pour le rapport. Vous l'avez dans les ressources, vous avez 3 sections nécessaires et vous avez la grille déjà. Donc, une bibliographie APA si vous l'avez, si vous en avez besoin d'une. Donc, le français, on va corriger 0.5 par erreur jusqu'à concurrence de 10 sur la note de chaque travaux. Dans des examens, bon, évidemment, si on est en examen en virtuel, vous connaissez un peu la formule. Bon, ça, c'est la règle de base. Je mets à la disposition des étudiants des dictionnaires anti-faute d'orthographe. Évidemment, en examen pratique, il y aura probablement certains petits textes à écrire, donc je mettrai à votre disposition les dictionnaires, mais en examen théorique, évidemment, on va être en virtuel, donc c'est un peu comme ça s'est passé la dernière session. Lors de l'examen, bon, évidemment, si on est en présentiel, seulement efface correcteur, marqueur, calculatrice. Évidemment, si c'est le cas, on verra au fur et à mesure. Aucun matériel est permis à moins d'avis contraire. Il n'y a pas de retard toléré à un cours, surtout un cours. Je ne suis quand même pas votre mère puis votre père. Je ne suis pas votre mère, surtout, je ne suis pas votre père. Mais dans les labos, c'est important d'être à l'heure pour qu'on puisse débuter, que s'il y a des consignes de sécurité particulières, que vous puissiez tous les avoir. Le retard, c'est la même chose à chaque année. Donc, si un élève se présente en retard à un examen, on peut intégrer la classe ou intégrer la salle virtuelle ou le laboratoire sans extension au temps prévu. Par contre, si un élève a déjà quitté la salle d'examen, il serait impossible d'avoir accès à la salle d'examen. C'est aussi appliqué à ceux qui utilisent le service adapté. Ça ne s'est pas produit, vous êtes tous arrivés à l'heure, mais au cas où. Donc, les travaux doivent être absolument remis aux échéances selon les règles d'évaluation des apprentissages du département de prothèse. Pour tout travail remis en retard, l'étudiant perd 10 % par jour de calendrier pour la première et deuxième journée et se verra attribuer la note 0 au jour 3 de retard. Évidemment, c'est par un jour, c'est 24 heures. Hein. C'est pas, si normalement, vous deviez remettre le travail à 18 heures, puis vous le remettez, mettons, à 15 heures le lendemain, bien, vous avez une pénalité de 10 %. La deuxième pénalité court à 18 heures après. C'est vraiment une journée 24 heures. Vous êtes habitué depuis l'année passée, mais c'est important de vous le rappeler. La fiche d'autodéclaration avec chaque présence au cégep, vous la trouvez sur Colnet. Peut-être pour Roxane, je ne sais pas si tu étais là, la session, Roxane Dubé, excusez. Sur le portail, à chaque fois que tu viens au cégep, Roxane, il y a une fiche d'autodéclaration à remplir. Tu vas sur Colnet, sur l'onglet COVID-19, puis c'est marqué fiche d'autodéclaration. Donc, à chaque jour que tu viens au cégep, il faut la remplir. Il y en a un pour le personnel et un pour les étudiants. Donc, tu dois la remplir à chaque fois que tu te présentes. C'est évidemment dans la procédure. Ça va te demander si tu es en contact, tout ça. Là, il y a 4-5 questions à répondre. Il faut la refaire à chaque fois. Donc, n'oublie pas de la remplir à ta présence. Nouvelle procédure, il y a une faute dans le mot procédure. Un masque de procédure est obligatoire et il va être remis à votre arrivée au cégep. Donc, quand vous rentrez par la porte principale, vous devez vous laver les mains. Je ne sais pas si c'était comme ça la dernière session. Mais là, l'agent de sécurité va vous remettre un masque de procédure. Donc, même si vous arrivez avec un, vous allez devoir le jeter dans Parce que l'année passée, je pense qu'il tolérait le couvre-visage standard, si je ne me trompe pas. Là. Ça se peut-tu? Oui, merci Marianne de répondre.
Donc là, c'est un masque de procédure comme Marianne et Estelle portent présentement. Donc, c'est obligatoire et vous devez le changer. Donc, il y a une boîte de recyclage, vous lavez les mains, l'agent de sécurité vous en donne un et vous faites la journée avec. Donc, aussi, lunettes de protection, comme la dernière session, désinfection de votre poste de travail à votre arrivée et après que vous les ayez utilisés. Et je vais être extrêmement sévère. Si vous ne le faites pas, si vous ne m'avez jamais vu crier, ça se peut que je vous crie après durant la classe. C'est super important pour éviter les éclosions de COVID, pour éviter un paquet de troubles qu'on pourrait avoir. C'est pas, on se lave les mains souvent. Je le sais que vous le faites, mais c'est désinfecter votre place de travail dans le laboratoire quand vous allez arriver, avant et après. Donc, les règles d'asepsie vont être strictes au surplus dans la prise d'impression. Évidemment, distanciation physique de 2 mètres le plus possible et distanciation physique, et je n'ai pas parlé sociale, c'est important qu'on socialise, mais qu'on se distancie physiquement. Et on porte le masque de procédure. Et si vous avez des symptômes COVID, évidemment, déclaration obligatoire et vous faites le test de dépistage, super important. Des questions sur le plan? Je sais que ça a été vite. C'est simplement une... C'est le plan, vous l'avez eu de toute façon. Je vais juste vous présenter un truc qui est super important. Ça, on va l'enlever, ce n'est plus nécessaire. Là, il y a une chose que vous devez réfléchir maintenant. Dans 1 an exactement, dans 365 jours, vous allez être en stage. Ça va vite, ça vient vite. Donc, ce qui est important, et je vous en parle maintenant parce que vous allez devoir penser à différentes choses. Donc, first, évidemment, cette session-ci, audiométrie 3 et auditif 4, psychologie 2, donc ce sont des cours terminaux. On termine la boucle. La prochaine session, atelier d'intégration, c'est comme une synthèse ça va être une grande synthèse de tout ce que vous avez vu depuis la première année. Donc, évidemment, vous l'avez cette session-ci, donc on vient comme reprendre tout ça, réadaptation, prestage, éthique, relations d'aide et gestion sont des cours à la 5e session, qu'évidemment, on va comme finir d'attacher les grelots ensemble. Mais dites-vous que ça vient très vite. Ça paraît loin 1 an, là, mais ça va très, très vite. Donc, une chose qui est importante, c'est que le stage est dans 365 jours, dans exactement 1 an. D'ailleurs, commencent aujourd'hui les stages de vos collègues de 3e année. Si vous avez des baux que vous devez renouveler, on est en janvier, là, ben, pensez-y. Évidemment, pour ceux que c'est des baux, quand il est à l'ailleurs, ce n'est pas pareil, mais pour le cégep, donc, pour la prochaine session, est-ce que vous allez intégrer les résidents, des choses comme ça? C'est quelque chose à réfléchir parce qu'à la session d'hiver, vous allez être en stage, mais ailleurs au Québec. Vous ne serez pas à la Pocatière. Donc, c'est important d'y penser. Moi, je vais faire les appels de candidature pour les milieux de stage en avril et en mai cette année. Normalement, réflexion sur vos intentions. Est-ce que, pour nos étudiants internationaux, est-ce que vous restez ici ou est-ce que vous allez retourner en France ou peu importe d'où vous venez, ça n'a pas d'importance. Pour nos Québécois pur jus, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez travailler à l'endroit où vous allez faire votre stage? Est-ce que vous allez ouvrir un bureau? Est-ce que vous allez, il faut réfléchir à ça, c'est quand même important. Peut-être aussi réfléchir, il y en a déjà qui le font, donc qui travaillent chez des audioprothésistes, qui ont des emplois d'été chez un audioprothésiste, donc peut-être y penser pour la prochaine session, ça peut être quelque chose qui est intéressant. Donc, on fait l'attribution des stages autour du mois d'octobre-novembre à peu près. Je dis toujours autour de l'Action de grâce qui mène avec la semaine de relâche à l'automne, mais on se donne du temps, là, il n'y a pas de stress avec ça. Donc, mais c'est important de l'avoir en tête. Normalement, ça ne s'est pas produit cette année. Est-ce que ça va se produire l'an prochain pour ceux qui n'ont pas rencontré leur endroit de stage? Donc, normalement, je fais le lien avec l'endroit de stage et l'endroit où vous allez le faire. Si jamais vous ne connaissez pas les gens, le congrès était virtuel l'année passée, c'est sûr que c'est un peu différent. Donc, première rencontre d'information aujourd'hui, appel de candidature, comme je vous disais, en avril-mai 21. Réception des candidatures jusqu'en septembre. D'habitude, j'ai déjà des gens qui m'ont mentionné qu'ils voulaient avoir des étudiants. Normalement, nous, on se revoit en début septembre, donc je vous reparle des stages lorsqu'on fait éthique et professionnalisme en début de 5e session.
Ceux qui ont déjà leur endroit de stage, vous m'avisez en début septembre à la rentrée. Donc, ça me permet de savoir. Je sais qu'il y en a que je sais déjà, mais vous allez me le confirmer quand même. Oui, il y a certaines choses que je sais. Je ne connais pas vos vies, mais il y a certaines affaires que je sais. Donc, ça va être de me le transmettre. Pour ceux qui n'en ont pas, bon, évidemment, je vais travailler avec vous pour pouvoir le trouver. Évidemment, il y a une des valeurs du département qui est l'autonomie. Donc, évidemment, je vous encourage très fortement d'approcher des milieux de stage ou des cliniques pour pouvoir vous recevoir à la session hiver 22. N'hésitez pas à faire des appels téléphoniques, envoyer des courriels, aller rencontrer les gens. Les gens sont toujours, mes collègues audioprothésistes sont toujours intéressés à recevoir des stagiaires. Pas toutes les cliniques, mais beaucoup le sont. Beaucoup recherchent des employés. Fait que c'est le fun d'avoir des stagiaires et qu'on les emploie par la suite. On fait l'attribution des milieux de stage autour d'octobre, novembre 21 à peu près. Donc, par la suite, bon, comme je disais, présentation milieu de stage si on a un congrès, confirmation des milieux de stage autour de novembre-décembre, donc aux étudiants et aux milieux de stage. Donc, il y a une convention de stage à signer. On vous rencontre. Vous vous rappelez en première année qu'on vous avait rencontré pour parler du stage de l'ESP, vous dites « c'est loin, c'est tellement loin. » Ben non, ça s'en vient vite, vite, vite. On vous rencontre autour de décembre. Évidemment, vous allez être en troisième année. La rencontre dure beaucoup plus longtemps. Elle dure à peu près 2h30, 3 heures, parce que là, on va vous parler spécifiquement et en détail du stage, de l'examen synthèse de programme. On va vous parler également, vous allez signer une entente de confidentialité par rapport au stage. On a les conventions de stage également à ce moment-là. D'habitude, je dis novembre-décembre, on le fait souvent au mois de décembre. Et le stage se tient de janvier à mai 22. Et l'examen synthèse de programme provincial se tient en mai 22. Donc, il neige. Donc, pour moi, c'est important de vous parler de ça parce que ça vient vite. Il faut y penser. Je ne veux pas vous mettre de la pression. Vous en avez déjà assez comme ça. Mais le stage, il faut y penser. Ça s'en vient. Avez-vous des questions jusqu'à maintenant? Non, ça va? Good. Donc, up next. Je veux juste vous parler de... Excuse, Patrice, avant qu'on Oui, change de sujet. Pour ceux d'entre nous qui sont un petit peu moins dans le milieu, est-ce qu'il y a moyen de jaser peut-être hors d'un cours ou autre, un petit peu des approches face au stage ou autre? Absolument. OK. Sûr et certain. Moi, je te dirais que, évidemment, là, moi, je vais vous voir. Fait que c'est sûr que durant le laboratoire ou après, on peut jaser un peu. Ce n'est pas un problème. Je suis dispo. J'ai mon multipass du cégep, fait que je peux rentrer chez nous après 20 heures, il n'y a pas de problème. C'est pas... Le cégep m'autorise. J'essaie de me faire arrêter à soir pour qu'ils me demandent qu'est-ce que je fais sur l'autoroute 20. Là. Je tripping d'impatience. Là, après ça, je vais lui dire, je vais lui montrer toutes mes affaires. Je vais lui dire, c'est bon, on se voit la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, ça va être la même affaire. C'est pas... Tu sais, j'ai comme 1h15 à peu près. Fait que, on finit à 6. Je vais super avant de partir. S'il y a des étudiants, en passant, vous avez des questions, il ne faut pas vous gêner. Hein? Vous venez me voir, puis il n'y a pas de problème. Même si je pars à 7 heures, ça ne me dérange pas. Là, soyez super à l'aise. J'essaie de vous voir, vous ne savez pas comment, je suis assez tanné de voir la face à travers une caméra. C'est pas bien de voir la face. Donc, je vais juste vous montrer le déroulement. Je veux... Share ça ici. On va juste l'agrandir un peu. Bon, le déroulement, vous l'avez probablement vu. La semaine prochaine, on voit Oticon. Ensuite de ça, on voit Phonak, on voit Widex et tout ça. Les manufacturiers, ça se peut qu'ils changent dans la session parce que ça va dépendre de la disponibilité des prothèses utiles. J'en ai jasé. Moi, Pamela, on s'est croisés ce matin. On était très tôt ce matin. J'ai même, je pense, réveillé le gardien de sécurité. Ils m'ont ouvert la porte. J'étais arrivé, il était 7h moins 5 le matin. Je voulais être de bonne heure. Fait que ça se peut que les manufacturiers, puis d'autant plus qu'Amélie a vos boîtes de prothèses, c'est ce qu'elle me disait tout à l'heure. Donc, la seule chose qui pourrait changer dans le plan de déroulement, c'est les manufacturiers de semaine en semaine. Mais outre ça, je vais essayer de m'y tenir quand même assez, je vous dirais, assez fidèlement, mais ça se peut que ça change un petit peu. Donc, il ne faut pas vous stresser par rapport à ça. Donc, ça, je voulais vous en parler. Je veux vous parler également de... Je veux faire le tour avec vous de l'exemple, pas l'exemple de rapport, mais la consigne pour les rapports.
Et ça, c'est important parce que vous allez avoir des questions au cours de la session, puis c'est normal en passant. Donc, il ne faut pas vous stresser avec ça, c'est normal. Donc, vous devez, pour 2 patients que vous aurez sélectionnés durant la session et pour laquelle vous aurez fait la procédure de pré-appareillage, évaluation, sélection et vérification, rédiger un rapport complet. Donc, évidemment, pour préserver la confidentialité du patient, sur les exemples que vous allez utiliser dans les ressources qui sont marquées cas d'appareillage, la confidentialité des patients est assurée, vous ne voyez pas. Ils datent un peu, ils peuvent dater de 2014, 2015, 2016. Faites comme s'ils étaient faits en dedans d'un an. C'est pas, ça fonctionne, c'est le fait de travailler avec ça. Donc, pour préserver la confidentialité du patient lors de la rédaction du rapport, vous ne pouvez inscrire que les initiales et l'année de naissance du patient. En aucun cas, vous ne devez utiliser un pseudonyme. Je sais que Hugues aime ça utiliser des pseudonymes, que vous avez inventé des adresses ou des trucs comme ça. On a de la misère avec Hugues là-dessus. Mais non, vous mettez ses initiales et son année de naissance. Et ça va valoir pour le prestage et ça va valoir pour le stage. Pour l'adresse, numéro d'assurance maladie, CNESST, etc., vous inscrivez 1, 2, 3 ABC. Afin de faciliter la lecture, vous veuillez inclure les tableaux, illustrations et photos à l'intérieur du rapport et non en annexe. On ne veut pas, je ne veux pas, puis par la suite, on ne veut pas se promener de référence annexe 1, non, vous les mettez au fur et à mesure. La seule chose qui va se retrouver en annexe, c'est le rapport de l'audiologiste et l'audiogramme de l'audiologiste. C'est la seule affaire. Le reste se met au fur et à mesure. Peut-être la fiche NC du manufacturier parce que vous allez devoir faire une feuille, devoir faire des mesures NC, mais outre ça, tout se met au fur et à mesure. Dans la section, il y a des sections qui sont obligatoires, qui sont exigées. Évaluation, donc l'identification du patient, coordonnées complètes avec un 2, 3, ABC, 1, 2, 3, motif de la consultation, visualisation des CAE, historique de cas et COSI. Et là, je sais qu'il y en a qui vont lever la main, ils vont dire « Ouais, mais si je prends un cas que je n'ai pas vu, comment je fais? » Bien, vous extrapolez le motif de la consultation. Théoriquement, ça serait pour renouvellement des prothèses auditives. Je vous le donne en 1000. Là, visualisation des CAE, vous ne le ferez pas sur ce patient-là, mais puisque je demande des photos d'une prise d'impression qui pourrait servir de correction de devoir, tant qu'à faire, soyons utiles. Fait que notez celle que vous avez faite dans l'oreille de la personne chez qui vous aurez pris les impressions, puis vous pouvez le mettre au rapport. Donc, en marquant visualisation du CAE, vous pouvez écrire, en vertu du devoir que j'ai fait pour la prise d'impression, voici ce que j'ai vu, donc ce n'est pas le patient que j'apparais. Vous me notez, je vais bien m'en douter. L'histoire de cas, évidemment, vous allez comme extraire les informations que vous avez. Les infos que vous n'avez pas, vous ne pouvez pas les inventer, mais utiliser celles que vous avez. Et le COSI, c'est la même chose. Donc, vous devez quelles sont les priorités du patient, mais en lisant l'historique de cas que l'audiologiste a fait. Tous les examens que vous allez avoir sont faits par des audiologistes. Donc, c'est pas, vous allez extraire. Oui, il va en manquer, mais contre mauvaise fortune, bon cœur, puisque vous ne pouvez pas voir le patient. Évidemment, là, vous allez faire la description des résultats. Inclure le diagramme complété avec votre description des courbes. Si vous utilisez un cas fourni, insérez le diagramme et votre description des résultats. Inclure le rapport de l'audiologiste en annexe. Donc, le RECD, vous allez prendre le RECD d'un collègue, donc inclure le graphique du RECD. Le RECD doit être valide et le décrire. Décrire comment vos résultats se comparent à la moyenne de la population. Sélection, prise d'empreinte, inclure 2 photos des empreintes, une vue supérieure et une vue latérale avec une règle, montrant que la longueur de la portion du canal excède la deuxième courbe d'au moins 2 mm. Donc, vous allez faire des magnifiques photos, vous allez inclure ça dans votre rapport. Sélection versus incapacité, décrire et justifier sous forme de tableau une colonne listant les incapacités et l'autre listant les algorithmes ou particularités de la prothèse. Votre sélection, type d'embout, coquille ou dôme, tout dépendant de ce que vous allez utiliser. Chaque algorithme ou caractéristique, nombre de canaux, nombre de programmes d'écoute, accessoires de connectivité, autres adaptations. De la solution auditive en faisant des liens avec les incapacités vécues par le patient. Ensuite, intervention et attente, inscrire sous forme de tableau les sujets traités lors de vos explications des résultats, préciser dans un paragraphe quel est votre pronostic d'appareillage et justifier le pronostic. Le pronostic étant, il manque un mot, le pronostic étant basé sur la nature de la perte et les résultats au IMDS. Vérification, donc troisième section, identification et description des prothèses auditives, marque, modèle, numéro de série, des embouts auriculaires. Évidemment, vous ne les aurez pas faits, mais de décrire ce que vous allez placer, des coquilles ou des dômes, ça pourrait arriver selon la perte auditive, et les accessoires de connectivité, s'il y a lieu.
Résultat de l'inspection visuelle et du test d'écoute. Résultat du test d'intégrité, donc la mesure NC, inclure la consommation de la pile sous forme de tableau pour chaque test du protocole, inscrire la valeur mesurée et la valeur prescrite par le fabricant, ainsi que les tolérances prescrites par la norme NC, puis inscrire vos impressions sur le fonctionnement des prothèses auditives, puis inclure la fiche technique du fabricant. Une chose, super important. La majorité des prothèses auditives sont compatibles avec de la connectivité Bluetooth. Si vous faites la consommation de la pile dans les premières 3 à 5 minutes, quand vous avez branché la prothèse auditive, les prothèses ne seront pas conformes parce qu'elles sont en mode recherche Bluetooth. Donc, ils consomment beaucoup plus de piles. Donc, mettre en marche la prothèse auditive puis attendre peut-être un 5 minutes avant de faire la norme NC. Je vous le dis tout de suite, vous pouvez le faire, mais vous allez arriver avec des normes d'à peu près 3,5 mA alors que la norme est style 1,2. Vous allez dire, ma prothèse n'est pas conforme. Mais c'est à cause de ça. Donc, quand vous faites votre norme NC, juste prévoir. Marianne Hoche-Dubonnet, je pense qu'elle a déjà testé le problème. Donc, c'est pas, ne vous surprenez pas, il faut attendre un peu. Évidemment, on veut le résultat de la préprogrammation sur 2CC, donc inclure le tracé des courbes RESR et RER avec parole à 55, 65, 75 d'entrée de votre prothèse auditive, avec en bout, à la suite de la préprogrammation, la zone assurée, le LTAS, doit apparaître uniquement pour la parole forte à 75 dB et inscrire vos impressions sur l'amplification procurée versus les cibles. Donc là, vous avez les consignes spécifiques et les notes et la présentation matérielle et la grille de correction que vous devez mettre dans votre rapport. Évidemment, vous allez lire, vous allez avoir des rapports, pas des rapports, mais des questions par rapport au rapport. Vous en avez 2 à produire, important. Donc, what's next? Déroulement, exemple de rapport, évaluation, ça va. Cas d'appareillage. En passant, il y a 13 cas d'appareillage. Vous allez voir son un à la suite de l'autre. Ça fait comme un gros fichier PDF, fait que juste choisir les bonnes pages pour... Qu'est-ce qu'on a d'autre à part ça? Je pense qu'on va être rendu là pas pire. Dans le plan, c'est fait. Oui, Patrice. On a reçu une version 2021 pour le guide d'évaluation. Est-ce qu'il y a des changements ou c'est le même? Écoute, je l'ai lu rapidement hier en écoutant le football. Là, je l'ai lu en diagonale. Là. Pas tant. Ça semble... Écoute, il y a des petites choses, mais tu sais, 99% va être le même. Fait qu'il n'y a pas de changement majeur. On fait juste, des fois, des corrections de coquilles, des trucs comme ça. C'est pour ça qu'on l'a mis H2021, là, mais il n'y a pas de grande... Si je compare celui de 2014 et celui de 2021, il y a beaucoup de différences. Mais celui que vous aviez en A20 à H21, là, c'est peut-être des corrections de coquilles. Il n'y a pas une grande refonte qui a été faite. Donc, le cours d'aujourd'hui. Donc, stage, plan d'études, déroulement, évaluation, it's done. On va faire le retour sur pré-réglage et retour sur accessoires de connectivité aujourd'hui. Donc, retour sur pré-réglage, je le sais que c'est des choses qui sont déjà vues, mais au cas où vous avez fait une vidange de votre disque dur durant le temps des fêtes, juste se rappeler que sur le Verifit 1, malgré qu'on n'a que des Verifit 2 dans le 502, donc coupleur 2cc sur le V1, des coupleurs 0,4 cc sur le V2. Vous allez m'entendre V1, V2, V1, Verifit 1, V2, Verifit 2. Le but du pré-réglage, à l'aide du RECD, permet de prédire l'ajustement dans l'oreille du patient. Donc, en prenant la mesure du RECD, c'est comme si on transforme la boîte de test, comme si on avait l'oreille du patient. Donc, super utile en pédiatrique, mais de plus en plus, on l'utilise de toute façon dans l'appareillage standard parce que ça nous permet des facteurs de correction supplémentaires. Au surplus, si on a des oreilles opérées, si on a des enfants, c'est quand même super important. Donc, la calibration de la boîte test, c'est assez de base. Là, sur le Verifit 2, les 2 microphones. Sur le Verifit 1, c'est sur le microphone. Ensuite de ça, pour le pré-réglage, on entre les informations du patient sur NOAA. Donc, on rentre son nom, son audiogramme. On fait quand même le tour là, pour être sûr qu'on entre toutes les informations. Donc,
soit qu'on a déjà des patients qu'on va choisir dans la boîte qui est située à gauche, soit qu'on va l'ajouter tout simplement. Probablement que vous avez déjà des patients à votre nom à l'intérieur de NOAA, fait que vous pourrez prendre votre nom, vous en inventerez un. C'est libre à vous. Donc, ensuite de ça, on a tous les audiogrammes. On a l'audiogramme, le dernier audiogramme qui a été rentré. Et on a toutes les séances d'ajustement qui sont situées dans la boîte de droite. Et dans le bas de la boîte de droite, on a les prothèses auditives que le patient a. Ce qui est intéressant dans la boîte de droite, et je vous dirais qu'on s'en sert des fois, c'est que certains patients vont nous demander de faire des changements. Là, vous pouvez voir, j'ai joué avec plusieurs manufacturiers, là, mais souvent, chez un patient, c'est le même manufacturier qu'on a. C'est que souvent, ça nous est déjà arrivé où un patient va nous demander, par exemple, de dire « Ah, mais là, tu as fait un changement la dernière fois, peux-tu revenir en arrière? » Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut charger n'importe quelle séance d'ajustement qu'on a fait auparavant et remettre les ajustements dans la prothèse du patient. Et ça, c'est intéressant de pouvoir le faire. Ça arrive avec certains patients qui sont un peu plus tantillons sur l'ajustement. Et comme je vous disais, on a les prothèses auditives qui sont utilisées chez le patient. Évidemment, si l'audiogramme, on doit le rentrer, on clique sur le module audiogramme. Donc, on a tous les audiogrammes qu'on a rentrés pour le patient dans la boîte de gauche et on a l'audiogramme qui est situé au centre de la page. On fait simplement cliquer sur l'audiogramme, il va nous demander « Voulez-vous en ajouter un? » Et on le fait tout simplement, on fait plus. Et il ne faut pas oublier à la fin, quand on a fait un changement de la petite disquette, ils n'ont pas changé le module pour enregistrer, super important d'enregistrer votre audiogramme. On rentre également les éléments nécessaires sur le Verifit, transfert possible par réseau. Si nos appareils ne sont pas branchés par réseau, on le fait à la main dans les deux cas. Donc, important de rentrer la bonne formule prescriptive, le bon transducteur, la bonne prothèse auditive. Quelle prothèse on a? C'est-tu un RIC? C'est-tu un contour? Est-ce que c'est un intra? Super important. Le RECD, est-ce qu'on l'a mesuré? Est-ce que c'est un binaural? Super faire attention parce que souvent, au début, quand vous allez commencer à taponner dessus, vous allez rentrer l'audiogramme des deux côtés, mais dans AudioScan, dans Verifit, ici, à binaural, il va être sur non, ou il va être sur oui, puis vous allez rentrer qu'un seul côté. Fait que là, vous allez dire, pourquoi je n'ai pas de cible? Il va obligatoirement demander l'audiogramme dans les deux oreilles si le binaural est à oui, alors que si vous rentrez un seul, ça ne fonctionnera pas. Donc, le binaural est super important à savoir si oui ou non. Donc, toujours s'assurer que les informations sont exactes parce que ça a une influence, entre autres le MLE, le Microphone Location Effect, donc au niveau du modèle de la prothèse auditive. Est-ce que c'est un contour? Est-ce que c'est un intra? Est-ce que c'est un CIC? Ça a une influence. Donc, évidemment, on a rentré nos infos. Là, honnêtement, j'ai pris une photo tout simplement de RM500 parce que j'en ai des portatifs. Donc, on a rentré un audiogramme, c'est dans le textbox, j'ai mon BTE. Est-ce que c'est en binaural? Non, parce que j'avais qu'une seule prothèse. Le RECD, je ne l'avais pas mesuré, donc c'est important de mettre toutes les infos en conséquence. Ensuite de ça, comme on disait, tous les éléments, c'est la même chose. Donc, les éléments sont importants de s'assurer que tous nos éléments sont corrects. Évidemment, quand on va cliquer sur audiométrie, on va avoir tout simplement savoir la formule prescriptive. Moi, je vous dirais, la formule prescriptive en soi, elle a peu d'influence. Elle a peu d'influence. Elle a une influence, si vous choisissez la méthode du manufacturier, par exemple, puis vous choisissez la méthode, parce qu'on ne peut pas choisir la méthode du manufacturier dans Verifit, ça m'importe peu. Le problème, c'est que vous allez taponner beaucoup sur les ajustements de la prothèse pour les rendre conformes. Vous mettez DSL dans l'ordi, puis vous mettez NAL NL2 sur Verifit. Évidemment, les cibles ne seront pas les mêmes. Si vous utilisez les formules qu'on connaît, NAL, NL1, NL2, DSL, assurez-vous de mettre la même formule prescriptive dans le Verifit. Il va y avoir moins de taponnage à faire, puis vous allez beaucoup mieux contrôler plusieurs paramètres, entre autres les ratios de compression. Donc, c'est quand même important. Mais ça, vous allez voir, au fur et à mesure, durant la session, je vais y revenir en laboratoire régulièrement. Évidemment, il faut connecter l'aide auditive à l'interface de programmation. Prenez le temps d'analyser la prothèse auditive. Là, évidemment, je vous montre des vieilles prothèses parce que je crois que, tu me corrigeras, Amélie, mais je pense qu'on utilise beaucoup le NOAA Link, si je ne me trompe pas. Oui, hein, c'est ça.
Donc, c'est Noah Wireless, pas Noah Link, ça n'a aucun rapport, c'est vieux Noah Link. Noah Wireless. Oui, Jessie? Est-ce qu'on va pouvoir en revenir là-dessus? Parce que l'autre session, il y en avait qui comprenaient bien lequel qu'on pouvait prendre pour quelle prothèse. Mais comme moi, j'étais vraiment perdue, là, lequel prendre pour quelle compagnie. Là. C'est pour ça qu'on a un laboratoire, Jessie. C'est qu'on va revoir ça avec chaque manufacturier. Fait qu'on va faire le tour ensemble. Le laboratoire sert à ça. Ne t'inquiète pas. Là. Oui, je vais vous lâcher loose de temps en temps pour que vous puissiez piocher puis puissiez vous creuser les méninges. Mais après ça, à un moment donné, vous êtes, au bout de 10 minutes, vous rushez, ben, je suis dans le laboratoire, puis c'est à ça que je sers. En laboratoire, de vous aider. Là, c'est pas, vous êtes en période d'apprentissage, je ne m'attends pas à ce que vous sachiez tout. Là, c'est pas, c'est... Oui, Amélie? Je voulais juste te dire qu'on avait toutes les interfaces sur tous les postes. Là. OK, ben c'est beau. On en a commandé, mais oui, on a le Noah Wireless qu'on peut prendre, mais on les a toutes. Là, si, Parce que Widex, on ne peut pas prendre Wireless, il faut prendre vraiment le ProLink. Oui, mais en tout cas, on les a toutes, je les ai toutes commandées. Fait que chaque poste, il n'y a plus d'échange d'interface. Chaque étudiant, sur chaque poste, il y a tout. Parfait, excellent. Parce que vous allez voir, tous les manufacturiers que vous allez utiliser utilisent Noah Wireless pour faire la connexion. Je vais y revenir dans quelques minutes. Donc, évidemment, on n'utilise plus les connecteurs selon les fiches, selon la prothèse auditive. Il y a quand même fausses piles. C'est pas... En clinique, on l'utilise encore parce qu'on a encore des anciennes prothèses. Écoute, j'ai une patiente qui est venue, il a fallu que je réinstalle un logiciel qui avait été désinstallé sur mon ordi parce qu'elle a une vieille prothèse de 2012. Puis, je n'étais pas capable de la lire. Ça prenait comme Connex 6, mais en stand-alone parce que sur Noah, ça ne fonctionne pas. C'est comme prothèse de 2012. On essaie de convaincre madame de changer sa prothèse parce que là, c'est comme, ça fait 8 ans. C'est pas... Elle a rendu des bien bons services, là, mais... Donc, Noah Wireless et ce Noah Link Wireless est celui qui est complètement à gauche, mais on a encore des interfaces de communication qui peut être le iCube 2 qui fait chez Phonak et chez Unitron, le ProLink chez Widex, le Fitting Link qui fait chez Oticon, le Connex Air chez Signia et le SurfLink chez Starkey. Évidemment, Starkey a été très précurseur parce qu'avant que tous les manufacturiers s'entendent sur Noah Wireless, Starkey fonctionnait avec le SurfLink, avec leur prothèse auditive. Ce qui m'amène à vous dire une chose hyper, méga, super, plus importante. Quand vous allez utiliser Noah Link Wireless pour lire vos prothèses auditives, je vous demande, je vous exhorte, je vous oblige à connaître le numéro de série de vos prothèses auditives avant de cliquer sur OK. Merci Amélie de sourire. Évidemment, moi, comme étudiant, ce que je ferais, je vous interdis de le faire. Évidemment, je prendrais la prothèse à Anne-Marie, je gosserais dedans, fait que là, elle m'appellerait et elle dirait « Monsieur le professeur, pourquoi ça ne fonctionne pas? » Puis là, il faudrait trouver le rigolo qui fait ça. Dans la classe, si j'étais avec vous autres, ça serait moi. Mais là, puisque je suis le prof, ne faites pas ça. C'est mal de faire ça. Pourquoi? Parce qu'évidemment, vous allez être capable de lire les prothèses qui sont proches de vous. Donc, connaître les numéros de série de vos prothèses outils pour choisir la bonne, parce que vous allez travailler dans le vide. Et le collègue à qui vous allez lire la prothèse sera pas capable de travailler, puis sa prothèse va être lue. Donc, assurez-vous de connaître les numéros de série de vos prothèses auditives. Ça fonctionne super bien, Noah Wireless. Là. Je vais être honnête, là, c'est rapide, ça va bien. C'est quelque chose qui est vraiment sharp. La seule affaire, c'est qu'il faut connaître le numéro de série de vos prothèses. Bon, évidemment, là, vous ne l'avez pas, vous ne le savez pas, mais quand Amélie va vous remettre Amélie, Félix et Dave, je pense, c'est qui travaillaient avec Amélie. Donc, quand vous allez le remettre, ayez comme dans votre boîte, vous allez avoir pas mal la liste des numéros de série de vos prothèses. Je ne sais pas comment les boîtes sont montées, là. Mais si ce n'est pas le cas, faites-vous-en une. Ce qui ne sera pas bête comme idée là, de le faire. Donc, honnêtement, ça fonctionne très bien d'utiliser il est à peu près temps qu'on lâche les câbles et qu'on vienne à Noah Link. Donc, évidemment, positionner correctement la prothèse dans la boîte test, ça va avoir une influence. Donc, évidemment, ça, c'est une image pour un axiome, donc super important de le positionner correctement. Axiome ou Verifit 1, V2 avec la petite fourchette qui nous tient la prothèse, les microphones avec l'embout. Évidemment, si on n'a pas l'embout, on utilise plutôt le petit connecteur noir avec le tube sur le V2. Donc, évidemment, il faut connecter la prothèse auditive. Là, je vous donne un écran d'accueil de Phonak parce que c'est la prothèse Phonak que j'avais sous la main. Là. Mais il ne faut pas trop vous
vous stressez avec ça, là, on va le voir dans le laboratoire, mais vous devez vous connecter sur la prothèse auditive à chaque fois. Donc, on clique sur « Nouvelle session d'appareillage ». Chez Phonak, ça va s'ouvrir comme ça. On va cliquer sur « Connecter la prothèse auditive ». Évidemment, chez Phonak, il faut changer le connecteur, comme chez tous les manufacturiers. Donc, il faut choisir le bon. On va le voir cet après-midi plus en détail. Donc, là, j'avais des Marvel avec moi. J'avais une Marvel 90. Donc, mais sauf que la Paradise, c'est-tu des Paradise qu'on a, Amélie, dans le Paradise ou Marvel fonctionne de la même façon. Donc, on sélectionne. L'écran, ça va être marqué P90 312 au lieu de marquer M. Ça va être la même chose si vous utilisez la Paradise. On lit la prothèse, on sélectionne si c'est une prothèse gauche ou droite, super important. Et on clique sur « Continuer » par la suite. Ça se peut qu'il y ait une mise à jour à faire. Faites-la. Je vais être honnête. Ça améliore la stabilité de la prothèse. Sur les Paradise, ça me surprendrait qu'on soit déjà une mise à jour, mais puisque j'avais une Marvel que je n'avais pas utilisée depuis plusieurs mois, j'ai fait la mise à jour. Donc, on clique sur « Continuer » s'il y a une mise à jour. Chez Oticon, ça va arriver qu'il y ait des mises à jour. Chez Sonic, il y en a. Chez Bernafon. Il y en a chez Signia aussi. Il pourrait en avoir chez Unitron. Chez beaucoup de manufacturiers, il y en a. Pas tous, mais la presque totalité. Faites les mises à jour. Ça assure une stabilité. Puis, dans certains cas, je sais qu'Oticon avait la fâcheuse habitude. Si tu ne fais pas la mise à jour, tu ne peux rien faire. Tu es obligé de faire la mise à jour pour pouvoir continuer à programmer la prothèse. Bon, il était 54. On va se prendre une petite pause. Évidemment, personne ne me le dit. Donc, on prend une pause. Avez-vous des questions pour cette magnifique première? J'avais hâte, hein, j'étais fébrile. Je me suis levé à 4 heures ce matin. J'avais hâte de m'en venir au cégep. J'ai hâte de vous voir cet après-midi, mais j'avais comme un petit moment de... Comme quand on rentre avec la maîtresse de première année. Là. Yeah! On est tout énervé. Puis il y a une tempête en plus en fin de semaine. J'étais énervé comme ça n'a pas de sens. Donc, questions jusqu'à maintenant? Non? Petite pause. On vient vers 9h04 et 5 à peu près. Good! À plus. Patrice. Oui, Roxane? Pour cet après-midi, là, dans le fond, moi, les lunettes, je n'ai pas ça ici. Là. Des lunettes de sécurité. Amélie, des lunettes, est-ce qu'il nous en reste? Il faut que ça fitte par-dessus mes lunettes, par exemple. Oui, si on a des... Sinon, je ne vois pas grand-chose. Oui, join the club en passant. Oui, je pense qu'il m'en reste. Ouais, je pense que tu n'es pas la seule à avoir des lunettes comme ça. C'est la mode chez les jeunes filles, Roxane. Toi, Roxane, tu n'avais pas de coffre, hein? Non. OK. Je vais faire ça. C'est bon. Oui, mais en tout cas, minimalement, les lunettes, là, le coffre, on verra au fur et à mesure. Là, tourner la première semaine. Mais les lunettes, quand tu arriveront, on te donnera ta paire, Roxane. Parfait. Good. Merci. Bienvenue. Mathilde, Derek, vous êtes là? Oui. Oui, ça, c'est pas Mathilde qui a répondu, certain. Ah, voilà. Bonjour. On était rendu là. Donc, la mise à jour, on continue, comme je vous disais tout à l'heure. Et ensuite de ça, on fait, quand c'est correct, on continue pour la lecture. Une chose qui est super importante, là, ça a moins d'impact maintenant, mais ça va en avoir plus à l'avancer durant la session, c'est que si vous avez fait des ajustements dans vos prothèses auditives que vous voulez garder, tous les fabricants vont vous demander est-ce que vous utilisez le réglage de l'aide auditive ou vous créez un nouvel appareillage. Évidemment, au début, vous allez créer un nouvel appareillage, mais soyez attentifs, lisez correctement ce qu'on vous pose comme question. La pire affaire qui peut arriver, c'est créer un nouvel appareillage avec un patient. Oui, ça m'est déjà arrivé parce que j'avais mal lu. Mais prenez juste quelques secondes de plus, juste pour le lire comme il faut, de dire j'utilise tout ce qui est dans la prothèse ou je recommence à neuf. À ce moment-là, ça va être important. Donc, aussi, là, certains manufacturiers, quelques-uns demandent est-ce qu'on optimise le gain pour un utilisateur confirmé, expérimenté, débutant et tout ça. Donc, important de le spécifier là, mais de toute façon, quand on va voir les ajustements dans chacun des manufacturiers, on va voir où on place nos étapes d'adaptation à maximum, à utilisateurs expérimentés, confirmés. Donc, les manufacturiers ont plusieurs nomenclatures.
Donc, ensuite de ça, le logiciel nous dit que l'activation elle est correcte, que la connexion elle est réussie. La majorité des manufacturiers, sinon la totalité, vont toujours mettre vos prothèses sur muet. Donc, pour éviter que le patient, surtout si on fait un nouvel ajustement, que le patient ait un son trop fort à l'intérieur des oreilles. Donc, il va nous le mettre en muet et ensuite de ça, là, le patient va se plaindre, va dire, ben là, vous parlez, puis je fais ça souvent. Moi, je continue à parler au patient, puis ils me disent, ben, je ne vous entends pas, M. Pelletier. Ben, c'est normal, les microphones sont coupés, fait qu'on réactive le tout. Tout simplement. On va tomber par la suite, tous les manufacturiers sont faits à peu près de la même façon. On va tomber dans les paramètres acoustiques. Est-ce que j'utilise un dôme? Est-ce que c'est un embout? Est-ce que c'est un crochet filtré dans un cas d'un contour standard? Est-ce que j'ai une grande ventilation et tout? Donc, on va remplir les cases manquantes. Le code acoustique qui est là, on va le voir, beaucoup de manufacturiers, Phonak, Unitron, entre autres, eux autres, ils ont un code qu'on doit rentrer lorsqu'on a fait fabriquer une coquille sur mesure et qu'on les a laissé choisir la ventilation pour qu'elle soit optimisée. Dans les intras, on n'a pas besoin de le faire, c'est déjà intégré à la programmation, mais dans le cadre d'un contour, d'un RIC par exemple, ou d'un contour, lorsqu'on va faire l'embout chez le manufacturier, on va avoir ce petit code-là à rentrer, donc on a encore là à être le plus proche de ce qu'on a besoin de faire. Donc ensuite de ça, on tombe sur l'appareillage. Donc, c'est un écran relativement standard d'appareillage dans le réglage initial. Et comme je vous disais, c'est là qu'on va voir le niveau de gain, est-ce qu'on est à 100%. Moi, je vous dirais qu'à prime abord, on va toujours choisir 100% du gain cible parce que la cible dans le Verifit est toujours à 100%. Elle ne sait pas, elle, si vous avez des étapes d'adaptation. Lorsqu'on fait un pré-réglage, on le fait toujours à 100%. Comme vous pouvez voir, ici à gauche, on a la formule prescriptive. J'ai mis NAL-NL2, j'aurais pu mettre DSL, j'aurais pu mettre NAL-NL1. J'aurais pu mettre celle de Phonak, qui est la Phonak Digital Adaptative, mais moi, je n'utilise pas personnellement les formules des manufacturiers. Donc, ensuite de ça, on va tomber vraiment sur nos ajustements fins. Et là, on va voir nos différentes bandes et canaux qui vont être présents. Donc, first, débutons le pré-réglage sur le Verifit. Première chose, il faut toujours garder un œil sur les ratios de compression. On essaie le plus possible d'avoir des ratios de moins de 3:1. Dans l'exemple que je vais vous donner, ils sont tous au-dessus de 3:1. Je ne sais pas, mais normalement, on essaie pour éviter qu'on ait de la distorsion à l'intérieur des prothèses auditives. Certains patients peuvent s'en plaindre. Évidemment, si on a un champ dynamique pincé, oubliez ça, on n'y arrivera pas. Là. On va avoir une compression qui est importante, mais sur un champ dynamique relativement grand, ben, on va être correct à ce moment-là. Quand je parle des ratios de compression, c'est qu'on a un visuel. On ne peut pas les changer. Tu sais, je ne peux pas mettre, oh non, je veux un ratio de 1:1 ou de 1,5:1. Les ratios de compression, c'est une interrelation entre notre voix forte, notre voix normale et notre voix moyenne et notre voix faible. Donc, c'est l'interrelation entre les deux, c'est la proximité de ces trois courbes-là qui vont faire que notre ratio de compression va être plus ou moins important. Donc, évidemment, un champ dynamique restreint va demander un ratio de compression plus élevé et un champ dynamique large, très grand, va demander un ratio de compression qui est plus faible. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a des seuils d'inconfort à 120 dB, il y a une perte à 55 décibels en MSP, on va avoir un ratio de compression qui va être faible. Alors que j'ai des niveaux d'inconfort à 85, puis j'ai une perte à 60, je vais avoir des ratios de compression qui sont élevés. Mon champ dynamique va être pincé. Donc, ça, on peut déjà le voir. Ce n'est pas si l'audiologiste a inscrit le niveau d'inconfort ou a mesuré le niveau d'inconfort tonal, ce qu'ils font rarement. Sinon, jamais, comme l'IMDS bilatéral. Moi, je me chicane avec mes audiologistes. Je me chicane tendrement avec mes audiologistes pour leur demander surtout si vous voyez qu'il y a une asymétrie entre les deux. J'ai 80 d'un côté, puis j'ai 50 ou 40 de l'autre. Faites-le donc bilatéralement pour savoir si le fait d'appareiller en bilatéral, je n'aurai pas de la distorsion. Mais ça, on va y revenir au fur et à mesure. Et si je ne choisirais pas un bicross à la place ou je ne choisirais pas, mon choix d'appareillage va peut-être être différent. Mais bon, sinon, on le fait en cabine. Donc, on lance une première fois la courbe du RESR en saturation, s'assurer qu'elle ne dépasse pas les seuils d'inconfort prédits par le système. Donc, seuil d'inconfort est ça ici. Oui, on essaie le plus possible de s'approcher de nos petits astérix qui sont nos niveaux d'inconfort, notre RESR prédit par la formule prescriptive. Mais des fois, on n'est pas capable d'augmenter parce que notre haut-parleur n'est pas assez fort, parce que le modèle de prothèse ne nous donne pas le gain nécessaire. Donc, mais la courbe verte, qui est la première qu'on tire,
pour qu'on soit sûr qu'on ne dépasse pas. Si jamais on dépasse, on va s'ajuster en conséquence. Ensuite de ça, on lance la courbe du speech 1, donc à 65 décibels, puis on effectue les réglages sur le logiciel du manufacturier pour atteindre les cibles. Je vous conseille très fortement de faire les réglages par colonne à toutes les intensités à ce moment-là. Ce que je veux dire par là, c'est que là, on essaye de toucher à toutes nos cibles, et lorsqu'on a des ajustements à faire, on va les faire à toutes les intensités, parce que l'intensité 65, elle gère la 75-80, puis elle gère la 50-55. Donc, à cette étape-là, lorsqu'on va faire, s'il manque de gain, par exemple, ou si le gain est trop fort, on peut présupposer que notre gain à 75 et notre gain à 55 va être trop fort, ou inversement, s'il est trop faible, il va être trop faible. Donc, on sélectionne toutes les intensités, puis on fait notre ajustement en conséquence. Oui, je le sais qu'on a tiré que notre courbe à 65, mais on fait l'ajustement par colonne à ce moment-là. Et ça, pour tous les manufacturiers. Pourquoi? C'est que ça va vous éviter beaucoup de taponnage. Je vais être honnête, là, c'est pas l'expérience fait que vous allez beaucoup moins travailler à régler toutes les autres intensités. Vous remarquerez, chez Phonak, on parle du gain à 50, à 65 et à 80. Dans le Verifit, on tire 55, 65, 75. On peut le modifier pour le mettre à 50 ou à 80. Vous prenez l'habitude de le mesurer à 65, 80, 50. Puis je pense que chez Signa, le 65 est à 60. C'est pas grave. Tirez vos courbes 55, 65, 75. Vous allez lire, certains profs vont vous dire, on tire la courbe du MPO, puis on tire 55, 65, 75 dans cet ordre-là. Moi, je ne le fais pas comme ça. Je vous donne toutes les méthodes sont bonnes. J'ai discuté chez Verifit, ils disent, vous faites la courbe à 55, 65, 75. J'ai jasé avec le gars de chez Verifit, de chez Audioscan. Moi, j'ai dit, expliquer de la façon dont je le faisais, puis dire, ouais, c'est pas fou comme idée, c'est pas bête comme idée. J'ai des moments comme ça, j'ai des idées pas bêtes. Fait que tirer le 65. Ensuite, on tire le 55. Et là, vous allez régler que la ligne du 50-55 à ce moment-là. Quand on a réglé le 65, on a réglé les trois intensités en même temps. Là, on va régler quand on tourne à 55, si ce n'est pas assez fort ou si c'est trop fort, on va régler que le 55 uniquement. Donc, on va régler le 55. Ensuite de ça, donc, juste la courbe, là, c'est 50, mais c'est 55 qu'on utilise. Donc, uniquement celle-là. Oui, Patrice? Quel avantage qu'il y a de tracer 65 en premier? 65, comme je disais tantôt, moi, ce que j'ai trouvé, puis ça se tient sous le sens, c'est que la courbe du 65 a une influence sur celle de 80, de 75 et celle de 55. Donc, si je baisse la courbe du 65, ça va avoir une influence sur les autres. Puis vous le remarquerez quand vous serez en laboratoire. C'est pour ça que je dis, je vous suggère de le faire. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Je vais être honnête avec vous autres, c'est vous qui décidez. Mais je trouve qu'on sauve un peu plus de temps en le faisant comme ça. Parce que ça a une influence, ça va avoir une influence sur les ratios de compression. Jessie? Oui, je ne comprends pas bien quand tu dis tirer la courbe. Mesurer, lancer la mesure. Quand je dis tirer, ouais, c'est pas. Je ne comprenais pas bien. C'est correct, c'est lancer la courbe 65. Je suis vieux, moi, Jessie, j'utilise des vieux termes. Ça fait 20 ans que je travaille avec un Verifit. On disait tirer les courbes à l'époque. C'est pas. Désolé. Amélie, tu as la main levée? Non? Baissez vos mains, les filles, s'il vous plaît. Donc, ça répond à ta question, Patrice? C'est lancer la courbe, Jessie. Ensuite de ça, tu vois, lancer la courbe. Je dis tirer la courbe, mais j'ai écrit lancer la courbe du 75. On effectue les réglages comme pour le 55 uniquement sur la ligne de la voix forte. Donc, on le voit. Évidemment, on essaye de toucher à la cible. On n'est pas obligé d'arriver au centre de la cible. Le petit X, si on arrive au centre, on est correct. Si on est au-dessus ou en bas, c'est plus ou moins 2. Il y a 4 décibels entre la portion supérieure et la portion inférieure de la courbe. Donc, on va toujours demander de toucher à la cible. Voyez-vous, on n'y touche pas ici là, à 4000 en haute fréquence. Là, je n'y touche pas. Donc, c'est de toucher à la cible. On n'est pas obligé d'être au milieu de la cible. Il faut y toucher tout simplement. Parce que des fois, qu'on n'arrive pas à être au milieu directement, c'est un peu plus complexe. Donc là, on fait la voix forte. On a lancé la courbe du 65.
Lancez une dernière fois la courbe du RER, c'est du RESR, il y a une faute ici, du RESR pour s'assurer qu'on est toujours en bas des seuils d'inconfort. On lance toujours le RESR une dernière fois. Donc, on le fait en premier, 65, 55, 75, et on relance le RESR. Et c'est important parce qu'il faut que l'enveloppe du LTAS à 75 ne touche pas la courbe du MPO, du RESR. Le LTAS, ça veut dire quoi? C'est Long Term Average Speech Spectrum. En traduction libre, ça veut dire c'est la parole moyenne, le spectre de la parole moyenne à long terme. Ce qui veut dire que c'est notre plus 18 moins 12, là, ou notre plus 12 moins 18, excusez. C'est une enveloppe de 30 décibels dans laquelle on va avoir nos pics de parole. Et c'est important que, et on va le voir ici, c'est important que cette courbe-là, donc le LTAS de la voix forte, ne touche pas à notre RESR. Ici, on voit, là, ça y touche. Ce que ça va amener, c'est de la distorsion dans l'oreille du patient, surtout avec les voix fortes. Donc, c'est important que ça ne touche pas. Ici, j'étais incapable de monter le son. En fait, j'avais un écouteur M, je pense, sur ma prothèse. Ça m'a peut-être pris un écouteur P ou j'avais un écouteur S, puis ça m'a pris un écouteur M. Donc, mon écouteur n'était pas suffisamment fort. Ça va vous donner un indice aussi si votre écouteur est suffisamment fort. Donc, notre zone assurée, il ne la fait qu'apparaître de grâce, je vous en conjure, que sur la voix forte. Ne mettez pas la voix faible, la voix moyenne et la voix forte, ça va devenir un fouillis incompréhensible et illisible. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir le LTAS fort, le LTAS de la voix forte uniquement. Je n'ai pas besoin de le savoir pour la voix normale et la voix faible, c'est inutile. C'est uniquement pour la voix forte et son utilité, c'est pour savoir si ça touche à la courbe du RESR et de s'assurer que ça n'apporte pas de distorsion dans l'oreille du patient. Parce que si le patient vous dit, quand il y a quelqu'un qui me parle fort, et puis là, la voix coupe dans votre tête, puis ça, on va le voir à la fin de la session quand on va faire les contrôles post-prothétiques avec différentes situations, mon LTAS fort touche peut-être à la voix, à mon RESR, à mon MPO. Donc, c'est important de... RESR, c'est Real Ear Saturation Response. MPO, c'est Maximum Power Output, c'est équivalent. Oui, Félix? Oui, comme dans ce graphique-là, on peut voir là, que le MPO, en fait, il va toucher à notre voix forte. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Dans ce cas-là, ce que j'aurais dû faire, ce que je n'ai pas fait parce que j'ai fait ça à la maison, c'est que j'aurais dû changer mon haut-parleur de prothèse. Parce que là j'étais au maximum sur les ajustements. Donc, ce qu'on ferait, c'est qu'on viendrait jouer sur nos MPO qui sont ici pour pouvoir les ajuster, mais là, je n'étais pas capable, j'étais au maximum. Donc, j'aurais dû changer de haut-parleur pour éviter cette situation-là. Allez. C'est bon, parfait, merci beaucoup. Donc, c'était pour ça. C'est pas, effectivement, tu vois juste, là, c'est vraiment, on va avoir un problème à 500 Hz, là, c'est sûr et certain. Puis peut-être 2000, non, j'y touche pas, mais c'est un peu limite. Donc, c'est important, puis c'est pour ça qu'on veut voir le LTAS fort. Oui, Dave? Mais là, c'est juste pour faire sûr, en fait, parce qu'avec Daniel, là, il voulait qu'on utilise le terme écouteur. Mais là, tu parles d'haut-parleur. Est-ce que tu veux Écouteur, c'est bon. OK, c'est bon. Okay. Moi, j'utilise récepteur en clinique, fait que c'est l'anglicisme receiver, mais c'est haut-parleur, c'est un écouteur. Donc, vous allez devoir changer l'écouteur. Je vais parler à Daniel, ça s'appelle un haut-parleur. Je vais botter les fesses, puis je vais dire, hey, non, je fais des blagues. C'est un écouteur. Donc, j'aurais dû changer l'écouteur pour répondre à ta question, Félix. Accessoires de connectivité, donc l'interface de connectivité. Là, on a les deux. Normalement, les prothèses que vous avez dans vos boîtes sont des prothèses auditives à connectivité directe. On a encore des prothèses auditives en clinique qui sont via une interface de communication. À la dernière session, on a vu les interfaces de communication. On en a discuté, mais maintenant, on a les interfaces qui sont directes. Évidemment, la connectivité avec la prothèse et l'interface de communication, c'est via le logiciel du manufacturier, via une connexion d'un câble USB où on entre le numéro de série et directement sur l'interface, il faut la mettre en mode appairage, donc suivre la procédure dans le manuel d'instruction. Donc, il faut la mettre, il faut la faire clignoter bleu. On va le voir, par exemple, même si on a de la connectivité directe, on a, par exemple, des microphones déportés. Chez Signa, chez Oticon, chez Vernafon, c'est pas. Mais là, il faut. Puis, c'est chez Signa, par exemple, leur Streamline Mic. Si vous n'avez pas un iPhone, vous êtes obligé d'utiliser l'interface qui est incluse dans le Streamline Mic, dans le microphone déporté.
de la misère à le dire un matin. Donc, il faut que je le jumelle au téléphone cellulaire. Donc, je le mets en mode pairage. Donc, ça clignote. Le mode pairage, c'est partout pareil pour tout le monde. C'est qu'il faut que l'interface clignote bleu. Bluetooth, au moins, il y a ça d'universel. Ça clignote bleu et on le connecte avec les prothèses ou on le connecte avec soit le module télé ou soit le téléphone cellulaire ou la tablette, par exemple. Mais ça, on va se faire vraiment un laboratoire spécifique là-dessus, là, qu'on puisse jumeler les prothèses. À un moment donné, je vais vous demander, mais quand on va voir les interfaces de communication et quand on va voir la connectivité Bluetooth, ça, c'est vers la fin de la session. Je vais vous dire, amenez vos tablettes, amenez vos cellulaires pour que vous puissiez brancher les téléphones directement dans vos cellulaires. Les applications, on va en voir aussi, c'est intéressant. Il y a quand même, on est capable de faire plusieurs choses avec les prothèses. Donc, le microphone déporté, il communique directement soit avec l'interface de communication ou directement avec la prothèse auditive. Donc, on le place évidemment en mode, c'est un peu le même principe. Là, on voit avec la nouvelle prothèse auditive, qui est la Paradise, bien, le microphone se connecte directement. Donc, la PA est en mode appairage pour 3 à 5 minutes lorsque nous ouvrons et fermons le compartiment à pile. Ou si c'est une prothèse rechargeable, le bouton à bascule, on fait en pesant sur le bouton du bas pendant 5 secondes, ça ferme la prothèse, on la rallume, et là, elle se met en mode pairage. Et on met le microphone, la même chose, en mode pairage, et ça communique ensemble. C'est une procédure qui est quand même assez simple, je vous dirais, il s'agit juste de le savoir. Je vais être honnête avec vous, des fois, ça m'arrive que je retourne dans le manuel d'instruction du manufacturier pour dire, bon, mettons, j'ai fait 3 Signa, 2 Phonak, puis là, j'arrive avec un Oticon ou avec une Signa. Non, pas du Signa, je l'ai fait. Mais j'arrive avec un Oticon dans la journée, puis là, je me dis, ah, fuck. Fait là, je prends le manuel d'instruction, je regarde, ne vous gênez pas, même si ça fait 30 ans que je suis audioprothésiste, même si j'ai eu toutes les formations, même si j'en fais toutes les semaines, des fois, tu reviens, tu dis, ah oui, OK, chez Starkey, c'est comme ça. Ah, OK, chez Oticon, c'est vrai, il faut que j'appuie. Des fois, il faut appuyer juste sur 2 boutons. Des fois, c'est juste sur un. Des fois, il faut juste maintenir le bouton allumé. Chacun a sa propre procédure. C'est assez simple, c'est assez intuitif, mais des fois, il faut aller dans le manuel d'instruction. Entre autres, pour la cochonnerie de télécommande simple chez Signa pour la brancher avec les nouvelles prothèses. La fenêtre de mon bureau ne s'ouvre pas assez grande, je les jette dehors. Parce que là, il faut que tu rouvres, il faut que tu pèses sur P, il faut que tu rentres en même temps, puis là, ça clignote. Puis là, après ça, il faut que tu entendes le petit... Tu recommences 2, 3 fois. Je viens bleu marin à chaque fois. Mais bon, si vous voulez, puis devant le patient, je suis stoïque. Moi, ça arrive des fois, c'est normal. Pendant de moi, ben, je descends tous les seins du ciel parce que j'ai l'air d'un épais devant le patient. Mais c'est la vie. Donc, la connexion, comme je disais, c'est selon le manuel d'instruction, on met l'interface en mode appairage. Selon le manuel d'instruction, on met le microphone déporté en mode appairage. On attend quelques secondes, ça clignote bleu, puis les deux deviennent bleu fixe. Que ce soit avec ça, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. On a la même chose avec le module télé. Module télé, je vous en parle, chez Phonak est un peu bête. Chez tous les manufacturiers, l'ancienne génération est un peu bête. La nouvelle génération, c'est quand même simple. Ça se branche, c'est branché, c'est très, très simple. L'ancienne génération, il faut juste faire attention de fermer le module télé quand on vient pour rebrancher. Il ne se déconnecte pas tout seul. C'est juste, là, on a appris ça, puis ce n'est pas marqué dans le manuel d'instruction. Mais on fait la même chose, on le met en mode appairage, en mode jumelage, ça clignote bleu, on appuie sur le bouton on-off. Puis celui-là, c'est la même chose, il devient bleu fixe. Même chose pour la prothèse auditive. Là, j'ai mis du Phonak, j'aurais pu mettre du Signa, j'aurais pu mettre du Oticon, j'aurais pu mettre peu importe. C'est pas, on a le module et ça se branche directement, c'est très, très simple. Ça fonctionne bien, les patients aiment beaucoup ça. C'est une meilleure solution auditive que n'importe quel casque d'écoute. Même si Sennheiser a probablement le meilleur casque d'écoute sur le marché qu'on ajuste à nos patients CNESST. Parlez-moi pas du Maxi Pro machin, puis ils disent qu'il est Bluetooth, c'est la pire cochonnerie qui n'existe pas depuis que le pain tranché a été inventé. Sennheiser est probablement le meilleur, c'est le meilleur fabricant. Sennheiser, c'est le Max 6000, Max 5000, Max 5000, je pense. C'est la meilleure chose. Ça fonctionne super bien, mais encore là, une boîte télé pour les prothèses auditives, c'est le meilleur système. Moi, je vous dirais, j'ai plusieurs patients qui sont anciens combattants. Je n'ai beaucoup. Puis les anciens combattants fournissent ce type de module-là avec les prothèses auditives. Ça fait partie du contrat. Les patients capotent à chaque fois. Quand je les revois en contrôle post-prothétique, ils disent « Monsieur Pelletier, la TV, ça fonctionne. On le faisait déjà il y a 4 ans. Puis là, pour les nouveaux patients, où là, il n'y a plus d'interface. Il y a rien
chez Widex, où on n'a pas encore les nouveaux TV Play. Mais chez les autres qu'on n'utilise pas Widex, qu'on utilise Signia ou Phonak, ça rentre direct dans les prothèses, ça fonctionne super, super bien. Les patients disent, écoute, je me lève, j'entends la télé, je peux parler avec ma conjointe, j'ai plus d'écouteurs, ça bouge pas, ça ne ferme pas la télé, c'est vraiment, ça ne ferme pas le haut-parleur de la télé, c'est vraiment bien. Toujours la même chose, selon le manuel d'instruction, on met l'interface en mode appairage. Selon le manuel d'instruction, on met l'adaptateur télé en mode appairage, on attend quelques secondes, ça clignote bleu, les deux viennent ensemble. Évidemment, une chose, on s'assure que les accessoires soient chargés complètement avant d'effectuer la procédure. Donc, normalement, lorsqu'on reçoit des prothèses rechargeables, lorsqu'on reçoit des accessoires, on branche tout. Il y a toujours une charge résiduelle dedans, mais c'est toujours chiant de donner des trucs au patient alors qu'il n'est pas complètement chargé. Ces prothèses, moi, ça m'est arrivé à un moment donné, c'est des prothèses rechargeables, je les ai toutes chargées, je les enlève du chargeur, mais j'ai oublié de les fermer. Quand j'arrive au patient, les prothèses sont déchargées. Fait que là, tu mets ça dans le chargeur un peu, ça fait un peu boboche, ça fait un peu pouet-pouet. C'est pas on s'assure des interfaces, des microphones déportés, de les recharger, qu'ils soient chargés complètement. Parce qu'on donne évidemment la solution désir pour que le patient soit entièrement fonctionnel. Donc, ça a été assez vite, je pensais. J'ai parlé vite aujourd'hui. Je vais essayer de parler moins vite les prochaines fois. Donc, dans le laboratoire cet après-midi, pour vous faire la main, donc vous allez faire un pré-réglage avec le fabricant de votre choix. Donc, vous allez prendre cet après-midi quand vous allez prendre vos boîtes. En tout cas, on va essayer de se dépanner le plus possible et faire également une mesure NC pour le laboratoire. Donc, le laboratoire ne durera pas 3 heures. Vous allez prendre un peu moins de temps pour pouvoir le faire, mais juste de vous assurer que les ajustements sont faits correctement. Vous allez taponner dessus, vous allez jouer, vous allez un peu... on se lance là, sans bouée, sans flotteur, sans rien, là, puis on verra ce que ça donne au bout de la course. Puis de toute façon, on va tout revoir ce laboratoire-là en début de cours la semaine prochaine. Aussi, en devoir que vous devez me remettre la semaine prochaine. Vous devez rechercher et imprimer les fiches NC de tous les fabricants de votre boîte de prothèses auditives. Vous devez les avoir en papier. Parce que c'est comme ça que vous allez être capable de vous y référer, parce que vous allez faire des mesures NC, autant en réadaptation, autant avec moi. Vous allez tout revoir ça, donc ça va vous permettre de vous assurer. Puis dans vos rapports, ça vous donnera, vous aurez déjà des copies que vous allez devoir mettre dans vos rapports de pré-réglage. Donc, de rechercher et d'imprimer les fiches NC de tous les fabricants. Donc, vous allez me remettre tout ça. En tout cas, je vais vouloir les voir. Vous allez également mesurer l'intégrité d'une autre prothèse auditive. Donc, vous allez, évidemment, ça va dépendre de l'accessibilité des laboratoires. On est un peu embêtés. On va en discuter dans le laboratoire. Et vous allez évidemment avoir 2 empreintes à réaliser parce que vous avez 2 empreintes à me remettre la semaine prochaine. Mais celui-là, c'est un devoir qui compte. 2 devoirs formatifs, un devoir sommatif. Mais là, ça, on va en discuter là, pour mesurer l'intégrité d'une prothèse auditive. Là, on le fait en laboratoire, mais c'est juste qu'on va... On va voir si vous avez suffisamment accès au laboratoire durant les périodes de cours. Bon, évidemment, les 3e années ne sont plus là, fait qu'au moins, vous récupérez ces périodes de laboratoire-là. Vous avez juste les premières et les 2e qui sont là. Pardon. Question? Non? Juste vous rappeler. Oui, Jonathan? Oui, les empreintes, une droite, une gauche? Oui, toujours. Si vous me... Ah oui, puis en passant, pardon, ne venez pas me voir avant de les remettre. Ah, je n'ai pris 5-6, celles-là, elles sont bonnes, celles-là, elles sont bonnes, celles-là, es-tu correct, celles-là, es-tu correct? Vous m'en donnez 2, je ne fais pas de pré-correction. Vous allez me les donner, puis je vais vous dire peut-être. En sachant fort bien qu'ils sont bonnes ou ils ne sont pas bonnes. Fait que venez pas me voir avec 5 impressions de me dire « Ah, mais je les ai pris, puis qu'est-ce que tu en penses? » Rien. Sont-ils bonnes? Peut-être. Puis là, je vais les corriger, puis ils ne sont pas bonnes. Vous ne venez pas me voir après. Vous dites, ben là, je te les ai montrés avant. Ouais, puis c'est un devoir. On ne fait pas de la pré-correction. C'est important. Dans les rapports, par contre, vous pouvez me poser beaucoup de questions. Je ne ferai pas de pré-correction de façon spécifique, mais me demander, écoute, je suis sur la bonne voie, je m'enligne-tu comme il faut? Ça, c'est correct. Je n'ai pas de problème avec ça. Et pour les impressions, non. Vous êtes à la fin de la 2e année, non? Comment? Deuxième chose pour les rapports. Si c'est un appareillage binaural, vous devez me faire 2 prothèses. Donc, empruntez la prothèse dans la boîte d'un collègue.
Faites-moi pas 2 fois la même prothèse avec le même numéro de série. Donc, par exemple, si vous faites 2 Signa, si vous faites Signa 2 fois, bien, vous allez prendre, je ne sais pas, moi, Anne-Marie, tu vas prendre des prothèses d'Estelle. Je dis ça comme ça en l'air, je ne sais pas pourquoi. Tu vas prendre l'autre prothèse d'Estelle, puis tu vas faire après ça, tu lui redonnes, évidemment. Puis c'est. Donc, c'est pour ça. Et dites-vous une chose, essayez pas de jouer au plus fin avec moi. Estelle va dire, Marianne, elle a fait les mêmes affaires, je vais prendre les Signa. Je suis capable de lire les dates, c'est vérifié, je suis capable de lire les trucs, je suis capable de. Hein, s'il vous plaît. C'est pas. Non, parce que ça m'est arrivé dans les années passées d'avoir 2 étudiantes. Ça a donné que c'était 2 filles, ça aurait pu être 2 gars. Là. Puis j'avais c'était 2 amis, il avait fait, je ne sais pas si Estelle et Anne-Marie, vous êtes amis. Je pense que oui, je pense que vous voyagez ensemble. Puis il avait fait, c'était 2 chums, ils restaient ensemble en appart, puis ils avaient fait exactement le même manufacturier. Mais c'était tellement grossier que le vérifit, c'était la même heure, la même mesure. Ça s'appelle du plagiat. Je ne sais pas qui avait fait en premier, qui avait fait en deuxième. Les 2 sur le rapport avaient eu 0. Évidemment, j'ai eu une crise de larmes, j'ai eu tout ça, machin. Ils se sont plaints à la direction et tout ça, et ils ont eu à la fin de tout 0 pareil. C'est prendre le travail de quelqu'un d'autre et je ne peux pas savoir qui l'a fait en premier. Ça s'appelle du plagiat. C'est quand même important. Vous allez avoir le temps pour le faire. Vous avez le rapport maintenant. Vous êtes déjà capable de choisir les cas. Vous n'avez pas besoin d'attendre après vos cas en atelier d'intégration, parce qu'à l'époque, quand on était en temps normal, vous voyez un patient en audiométrie et en atelier d'intégration, ce qui faisait que des fois, il y avait des gens qui pouvaient être appareillables, fait qu'on pouvait s'en servir. S'il y avait des cas normaux, c'est pour ça qu'on avait des cas comme vous avez, mais là, les patients sont comme rarissimes. On espère être capable de vous en faire voir à la fin de la session, mais il va être trop tard de toute façon pour les rapports. C'est pas choisissez. Fait que 2 prothèses différentes, s'il vous plaît. Oui, Derek? Si on fait un appareillage binaural, est-ce que tu veux qu'on change l'écouteur, mettons, si ce n'est pas le même écouteur dans la boîte à Estelle, par exemple? Si c'est un écouteur parce que si tu le fais sur Verifit 2, tu n'auras pas le choix de changer l'écouteur. Effectivement, si tu as 2 prothèses gauche, change l'écouteur parce que tu vas le faire dans Verifit 2. Verifit 2, tu es capable de mettre les 2 prothèses en même temps, puis faire une torsion, ça ne tiendra pas bien. Oui, vous demanderez à Amélie, à Félix ou à Dave d'avoir un écouteur qui fait. Et ça se peut fort bien qu'avec le cas que vous choisissiez, que ce soit un RIC que vous avez et que vous deviez changer de toute façon l'écouteur parce que vous avez un écouteur M dessus puis ça vous prend un écouteur puissant, par exemple. OK, super. Ça se peut. Fait que ça, je pense qu'on en a suffisamment. Là, il s'agira de voir, là, puis au pire, on recyclera certains écouteurs, là, si on n'a pas assez de P puis que vous avez tous besoin des écouteurs P. Mais oui, il faudra changer gauche-droit, ça va être beaucoup plus efficace. Parce que ce qui arrive, c'est que si on utilise un écouteur gauche, on le met dans le droit, dans le Verifit 2, ce que ça fait, c'est que ça ne tiendra pas droit comme ça avec la torsion, ça va le mettre de côté et on va avoir une perte en basse fréquence. Donc, on va avoir une sous-amplification en basse fréquence, ce qui va faire qu'on va avoir, on va mettre beaucoup de gains alors qu'on n'en aurait pas besoin au départ. C'est ça, on va utiliser beaucoup les mannequins Carl. On n'utilisera pas Carl 7 parce que ça a l'air qu'il y a une résonance de conduit qui est un peu weirdo. Je pense que c'était, je ne sais pas, il me semble que c'était grugé beaucoup, là, ce qu'Olivier me disait. Là, fait que celui-là est un peu plus particulier. Mais pour faire les mesures d'insertion, pour vous pratiquer à insérer les sondes et tout ça, on va utiliser beaucoup Carl durant les laboratoires. Je sais que vous les avez déjà utilisés, mais on va les mettre à profit. On les a. Donc, on va s'en servir pas mal. D'autres questions? Non? Il est... Ah, mon Dieu, un matin, ça a bien été. C'était juste comme... Oui, Jonathan? En fait, c'est juste un petit retour sur quelque chose qu'il y avait plus tôt. Quand tu parlais, quand on regardait les courbes, là, je ne sais plus c'était sur quelle page, puis tu disais que ce qu'il y aurait eu à faire pour l'inversion de la courbe du MPO, c'était de changer l'écouteur. Oui. Tes pics tes creux étaient autour de 500 Hz, 2000 Hz. Oui. De mémoire, la session dernière, j'avais des problèmes d'ajustement autour de ces fréquences-là. Oui. C'est typique Est-ce que c'est typique autour de ces fréquences-là? C'est juste un hasard? Quelle marque de prothèse tu avais? Oh boy. Ça devait être du Phonak. Ouais, j'ai le goût de dire du Phonak. C'est typique chez Phonak et chez Unitron. Les autres, tu n'as pas ce problème-là. OK. Chez Unitron, à 2000, là, à 500, tu n'as pas ça, puis à 2000, ça fait plus. Fait que
là, tu sacs par en dedans, puis après ça, tu essayes de trouver. Puis après ça, tu sais, dans ton préajustement, ça fait boboche. Puis après ça, quand tu le fais sur le patient, tu dis finalement, on s'en sort quand même pas mal. Tu sais, c'est pas. Fait que oui, on taponne, oui, on travaille, oui, des fois, on arrive à la limite de ce que le manufacturier est capable de nous donner, même s'il change d'écouteur. Puis, ça. Écoute, en anglais, on dit shit happen. Ben, des fois, c'est dans le pré-réglage. Puis quand on le voit au réglage, ben, finalement, on n'a pas. Finalement, ça fait bien. Fait qu'il faut juste le tester, puis il faut juste le voir. Mais souvent, en changeant d'écouteur, ça fait bien. OK. Bon, merci. Bienvenue. D'autres questions? Là, écoutez, il est 10h moins 20. Fait que pour ceux qui ont de la route à prendre, c'est pas pire. On a quand même beaucoup de temps. Je pense Roxane, Myriam, je ne sais pas, Estelle et Marianne, êtes-vous à Caen à Québec ou vous êtes dans le coin? On est au cégep. Oui, ben c'est ce que j'ai pensé parce que tu portes un masque, là, j'ai pas. Estelle, t'es-tu en bas? Non, OK. Fait que c'est bon, fait que vous autres, vous êtes déjà arrivés, les filles, mais puis les autres, vous êtes soit aux résidences ou pas loin, en tout cas. Fait qu'on se voit à 13h. Premier groupe, 15 pour les autres. Puis, j'ai hâte de voir la bête, de voir en vrai. Là, c'est pas... Ben, Roxane, on s'est déjà vu. Je t'ai déjà enseigné en live, là, mais c'est. Puis, Amélie, je la connais. Les autres, on s'est croisés de temps en temps dans les corridors, là, mais c'est. Sinon, j'ai hâte de vous voir tantôt. Fait que, oui, Patrice? Oui. C'est à midi ou à 13h? Midi, excuse, déformation, midi. OK. C'est pas 13h. C'est pas. Parce qu'à 13h, on va finir à 19h. Moi, ça ne me dérange pas. Mais c'est ça. Il y a du hockey quand même à soir. Il n'y a pas rien que ça à faire. Étudier. Je n'écoute même pas le hockey, ça y est le pire. Fait que je vous souhaite, et en passant, même chose que l'année passée, le cours va être placé sur ma superbe chaîne YouTube. Woo! Une chose, vérifiez les dates parce que vous allez avoir les cours d'aide auditive 4 de l'année passée. Donc, je vais marquer aide auditive 4, cours 1, 18-1-2021, si vous voulez revoir le cours. Je ne sais pas en quoi vous pourriez me redire les mêmes platitudes, mais en tout cas, parce que je suis obligé de laisser les cours pour ceux qui finissent. Donc, faites attention. Vous pouvez écouter les cours de l'année passée. Vous allez voir que je dis mes niaiseries d'année en année. Je ne renouvelle pas mon sac de jokes. Là. Mais c'est de voir, je vais le mettre tantôt, je vais m'en occuper. Oui, Mathilde? Juste pour être sûr, parce que ça me mêle un peu, les prises d'empreintes qu'on doit te remettre, c'est sur Carl ou sur des... Non, humains, des humains. Toutes les prises d'impression, c'est sur des humains. OK, d'accord. OK, parfait. Bon. Merci. Derek, tu avais la main levée? Non, c'est une erreur. C'est beau. Patrice, je pense? Non, c'est beau. Tout est beau pour tout le monde? Oui, Jessie? Tantôt, tu n'étais pas sûr pour les heures qu'on avait accès au laboratoire. On va-tu les avoir quand même cette semaine? Je vais regarder, là. Oui, cette semaine, je vais regarder avec Amélie tantôt, puis je vais regarder avec Daniel aussi. Là, on va essayer de voir comment tout ça se positionne. Là, on commence la session. Vous avez la chance de me voir à partir de, le cégep ouvrait à 8h le matin. Vous avez un cours à 8h le matin avec moi. Fait qu'il y a comme des petites choses cette semaine. Puis évidemment, plus ça va aller dans la semaine, vous allez voir les autres cours. Fait que ces infos-là vont venir au fur et à mesure. Je n'ai pas tout sous la main, là, mais on devrait être bon. C'est bon? Fait que je vous attends masqué tantôt. Bonne route à ceux qui prennent la route. Salut tout le monde.